Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, après 5 ans de conflit armé en Syrie, les États-Unis et la Russie ont annoncé l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en Syrie à partir du 27 février. Cette interruption des hostilités ne concernera toutefois pas Daesh et le front Al-Nusra. Le président russe Vladimir Poutine appelle les différentes parties à respecter les termes de cet accord et a juré de poursuivre les efforts diplomatiques pour mettre un terme à la violence dans le cadre du cessez-le-feu. La Maison-Blanche a saisi cette opportunité pour mettre fin aux hostilités, tout en admettant les éventuels obstacles dans sa mise en œuvre. Un plan pour mettre un terme au combat a été présenté tandis que les affrontements continuent dans le nord du pays. L'accord entrera en vigueur samedi. L'EI et le front Al-Nusra sont complètement exclus de l'accord de trêve, donc les attaques entre ces deux groupes continueront. Les autres partis qui espèrent être inclus dans l'accord doivent informer Moscou ou Washington à temps. Au plus tard, le 26 février 2016 à midi, toutes les parties combattantes en Syrie devront ratifier l'accord avec nous ou nos partenaires américains. Des soldats russes et américains travailleront ensemble pour établir une carte indiquant où sont positionnés les belligérants. Les forces russes ou de la coalition, dirigées par les États-Unis, ne lanceront pas d'opérations armées contre eux dans la République arabe syrienne. Lors de son allocution télévisée, le président russe a salué le plan. Je suis sûr que les opérations conjointes avec les Américains permettront d'amorcer la réconciliation en Syrie. Nous avons une réelle chance de mettre fin à un conflit marqué par la violence et les bains de sang. Le plan américano-russe fait l'objet de débats intenses et le président Barack Obama et son homologue russe Vladimir Poutine se sont parlé au téléphone. La Maison-Blanche a indiqué que l'appel a été placé à la demande du président russe, bien que la Maison-Blanche a appelé le plan un moment d'opportunité. Elle a aussi admis les difficultés de sa mise en œuvre. Nous reconnaissons, et je suis sûr que vous aussi, que l'accord sera difficile à mettre en œuvre. Nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles et nous rencontrerons certainement des échecs. Ils ont des raisons de s'inquiéter. Plusieurs heures après l'annonce du plan, le principal groupe d'opposition syrien a donné son avis. Il a accepté l'accord de cessez-le-feu si les conditions humanitaires sont respectées, c'est-à-dire la levée des sièges, la libération des prisonniers, la cessation de tout bombardement de civils, ainsi que la livraison de l'aide humanitaire. Le plan est une première étape pour mettre fin à la crise. La prochaine étape est d'essayer d'avancer sur le plan politique dans le cadre des discussions diplomatiques en cours. Plus de 260 000 personnes ont été tuées en Syrie depuis le début du conflit en mars 2011 et des millions ont été contraints de fuir. Le ministère syrien des Affaires étrangères a déclaré mardi que son gouvernement avait décidé d'accepter la cessation des hostilités dans le pays dans le cadre de l'accord conclu par les États-Unis et la Russie. L'accord de cessez-le-feu a été bien accueilli par l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Reportage. Ma réaction est extrêmement positive. Le secrétaire général a déclaré cela au nom de tout l'ONU. Nous sommes très encouragés par le fait que les deux principaux coprésidents, la Russie et les États-Unis, ont pu en fait parvenir à ce type d'accord. Maintenant, faisons en sorte que tout le monde le respecte. Donc, c'est très encourageant. Ce que nous devons nous assurer maintenant, c'est qu'il se concrétise par des faits sur le terrain. Toutefois, l'exclusion du groupe État islamique et du Front Nusra affilié à Al-Qaïda pourrait rendre le contrôle du cessez-le-feu difficile pour le vice-secrétaire général de l'ONU, Jan Eliasson. Selon les termes de l'accord, le gouvernement syrien et les forces alliées stopperont les attaques contre l'opposition armée et vice-versa. Mais il reste la question majeure de savoir où le combat doit stopper et où les opérations antiterrorisme peuvent continuer. Il est seulement dit que la Russie et les États-Unis travailleront ensemble pour délimiter le territoire tenu par ceux exclus de la trêve. Si vous avez un cessez-le-feu, une cessation des hostilités, elle ne doit pas couvrir le territoire dominé par Al-Nusra et Daesh. Donc bien sûr, c'est un grand défi pour nous en termes de surveillance et de ce à quoi nous devrons faire face plus tard. C'est une situation très compliquée, sans aucun doute. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que la Chine saluait le plan de cessez-le-feu en Syrie. Madame Hua a indiqué lors d'une brève conférence de presse que la Chine espérait que le plan permettrait de parvenir à une solution politique à la crise syrienne.
Nous saluons l'accord entre la Russie et les États-Unis sur la cessation des hostilités qui symbolise le consensus dans l'action. Nous considérons l'accord comme une étape clé visant à faciliter une solution politique à la crise en Syrie. Pour la prochaine étape, nous espérons une cessation des hostilités et que le groupe de soutien international à la Syrie jouera son rôle dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan détaillé, fournissant des conditions favorables au pourparlers de la paix à Genève. Dans les rues de Damas, les résidents se disent sceptiques quant à l'efficacité du cessez-le-feu. Reportage. Ça ne va pas marcher parce que les terroristes n'ont pas de dirigeants. Ils prennent toutes leurs instructions de l'étranger et notre gouvernement peut prendre des décisions, mais le problème c'est que les terroristes n'accepteront pas ces décisions. J'espère que le cessez-le-feu sera mis en application parce que pour moi, en tant que personne déplacée qui a perdu sa maison il y a 4 ou 5 ans, ce genre de nouvelles me réjouit vraiment. J'espère qu'il sera appliqué et que ce ne sera pas seulement des promesses comme d'habitude. Les Nations Unies ont déclaré qu'elles allaient enquêter sur les auteurs d'armes chimiques à 7 endroits en Syrie. L'annonce intervient après que les résultats d'une enquête de l'ONU ont été publiés, détaillant la manière dont toutes les parties belligérantes du conflit syrien ont continué à perpétrer des actions contre les civils. La Syrie était au centre de l'attention des Nations Unies ce lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a reçu une note d'information de la chef de la mission d'enquête sur l'utilisation des armes chimiques dans le pays. C'est une nouvelle mission qui doit pour la première fois attribuer la faute et tenir les auteurs pour responsables, ayant identifié 7 endroits où des armes chimiques ont été utilisées, principalement contre des civils. C'est quelque chose dont la responsable de la mission, Virginia Gamba, dit qu'il ne doit simplement pas être toléré. Tout usage d'armes à substances toxiques par quiconque, où que ce soit, et sous quelque circonstances que ce soit, est totalement odieux. Et ces actes seront identifiés et ces personnes devront répondre de leurs actes. Ces investigations doivent commencer pendant la première semaine de mars. Entre-temps, lundi a été rendu le dernier rapport du groupe indépendant d'enquête qui est chargé d'examiner les violations présumées des droits de l'homme internationaux en Syrie. Il conclut que le meurtre à grande échelle de civils se poursuit, toutes les parties perpétrant des attaques sans discrimination. La Commission a remarqué qu'aucune partie du conflit ne respectait le droit international humanitaire, les conventions de Genève ou les conventions sur les droits de l'homme et que par conséquent, elle mène des actions qui équivalent à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. La destruction en cours de foyers, d'hôpitaux, d'écoles, de marchés et de boulangeries rend presque impossible pour les gens de satisfaire leurs besoins de base et les force de vivre dans la crainte constante pour leur vie. La Commission pense que la souffrance du peuple syrien doit cesser maintenant. Ce carnage doit finir. M. Pinheiro a aussi averti que la situation est devenue plus intense avec l'implication d'acteurs extérieurs. Dans un autre développement, la Russie et les États-Unis se sont mis d'accord pour un nouveau plan de cessez-le-feu en Syrie qui commencera samedi. Cependant, la dernière date limite est passée et le scepticisme s'exprime déjà quant au respect de la nouvelle date. Direction la France, une évacuation partielle envisagée d'un camp de migrants à Calais a été repoussée dans l'attente d'une décision sur la légalité de ce plan. Le préfet local a décidé que la zone sud du camp devait être évacuée d'ici 20h, heure locale, et ceux qui y résident seront installés dans des logements temporaires ailleurs en France. Mais les organismes caritatifs déclarent que la période de notification était insuffisante et que les lieux d'accueil ne peuvent pas accueillir les 3400 personnes concernées. Les autorités ne les ont pas estimées à plus d'1 millier. Un juge français doit visiter le camp le matin de la journée d'expulsion, mais nul ne sait combien de temps faudra-t-il pour évacuer le temps si elle se prononce en faveur des autorités. Le camp de réfugiés, situé à Calais en France et aussi tristement connu sous le terme de jungle de Calais, abrite plus de 5000 réfugiés qui veulent entrer au Royaume-Uni et y réclamer l'asile. Le camp est bâti sur un ancien site d'enfouissement de déchets. Les conditions misérables de vie ont été à plusieurs reprises condamnées par les volontaires et autres groupes humanitaires.
Attirer l'attention a été les affrontements entre les réfugiés, la police et les habitants locaux qui souhaitent que le camp soit vidé. Les gouvernements français et britanniques débattent quant à savoir de quelle responsabilité relèvent ces réfugiés. En Corée du Sud, des militants étudiants ont décidé d'occuper des rues de la capitale Séoul pour protéger une statue. Cette dernière représente des esclaves sexuelles coréennes qui étaient à la merci de militaires japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Les étudiants craignent que cette statue ne soit retirée dans le cadre d'un accord visant à mettre un terme à plusieurs dizaines d'années de discussions sur le thème des femmes de réconfort. Il ne fait que 2 degrés Celsius, le vent est lui encore plus froid. À 23 ans, Bang Seo-woo s'apprête à assurer sa nuit de garde. Elle fait partie de l'équipe qui, depuis la fin de l'année dernière, protège le monument de paix. Le gouvernement sud-coréen s'est rarement exprimé au nom des victimes. Nous pensons donc que le gouvernement pourrait vraiment retirer la statue, comme le demande le Japon. Nous ne le voulons pas. Nous la gardons donc jour et nuit. C'est en décembre dernier que Séoul et Tokyo ont signé un accord historique dans le but de résoudre la question des femmes de réconfort, un euphémisme qui désigne les esclaves sexuels exploités par l'armée japonaise. L'accord prévoit les excuses du Premier ministre japonais Shinzo Abe et une indemnité de 8 millions de dollars versée par Tokyo aux Coréennes ayant été contraintes de se prostituer. Mais il y a un problème. Le Japon souhaite en effet que la statue qui fait face à son ambassade à Séoul soit retirée. Elle représente les jeunes filles qui ont été forcées de travailler dans les maisons closes japonaises durant la guerre. La Corée du Sud n'a pas donné son accord à cette demande, tout en reconnaissant, je cite, les inquiétudes du Japon. Tokyo et Séoul ont annoncé ensemble que cet accord qui vise à tisser de meilleurs liens bilatéraux était final et irréversible. Mais après plusieurs semaines, les manifestations ne faiblissent pas. Les militants exigent du Japon qu'il assume sa responsabilité légale pour ce qui s'est passé. Les victimes ont demandé au Japon de reconnaître que son armée s'est dessaisie de femmes contre leur gré et qu'il s'agit d'un crime. Dire qu'elles ont accepté de leur propre chef relève de la diffamation. Mais cet accord ne mentionne pas que les femmes ont été contraintes ou que les actions japonaises sont des crimes. En Corée du Sud, la jeunesse estime que l'accord a été précipité car les gouvernements souhaitaient le faire coïncider avec le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, certaines victimes demandent la fin des manifestations. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Rentrez chez vous et reposez-vous. Vos parents doivent être morts d'inquiétude. Ils doivent sourire en vous voyant d'ici. Cela me fait tellement mal que je n'arrive pas à dormir. Depuis le début, ce sont 238 femmes qui sont venues témoigner des violences dont elles ont été victimes. Il n'en reste que 44 toujours vivantes. Aujourd'hui, elles continuent à se demander si les souffrances qu'elles ont endurées seront ou non pleinement reconnues. Le ministère chinois du Commerce vient d'annoncer que le commerce extérieur chinois avait bien résisté aux turbulences mondiales au cours de l'année 2015. Le ministre chinois du Commerce Gao Rucheng a déclaré que l'an dernier, le commerce extérieur chinois s'en est mieux sorti que celui de la plupart des pays. Les données du ministère montrent que le commerce extérieur a compté pour 13,2% du commerce global en 2015. Soit 1 point de pourcentage de plus que l'année précédente. Les investissements à l'étranger et les investissements directs étrangers en Chine ont également enregistré une croissance en 2015. Sur le plan intérieur, la consommation a atteint 30 000 milliards de yuans, soit une progression de 10% en glissement annuel. Et la consommation a contribué aux 2 tiers du PIB en 2015. Selon le ministère, le commerce en ligne a nourri la consommation locale. Les ventes au détail en ligne ont fait un bond d'un tiers à 3 200 milliards de yuans. Premièrement, adhérer à l'amélioration de la stabilité, ce qui inclut l'amélioration de l'environnement du commerce extérieur, la création de nouveaux modèles de développement du commerce extérieur, la promotion du développement de services commerciaux et services de sous-traitance. Deuxièmement, promouvoir la réforme, par exemple l'expansion de la zone franche pilote de Shanghai et l'établissement de 3 nouvelles zones franches, ainsi que l'adoption d'une série de mesures de réforme pour aligner administration et pouvoir de délégation. Et troisièmement, approfondir les réformes. En 2015, la Chine a réalisé
réaliser de nouvelles percées dans l'amélioration de l'ouverture avec l'initiative Une ceinture, une route. Cela permet un meilleur usage des marchés, ressources et réglementations nationales et internationales. L'économie chinoise du troisième âge est là où se trouve l'argent. On attend du jeune secteur qu'il représente un jour un cinquième de l'économie chinoise et les capitaux ont commencé à affluer. Mais ces investissements seront-ils rentables? CCTV mène l'enquête. Les secours d'urgence sont un service de base dans les établissements de soins. À présent, de nombreuses personnes âgées l'ont à domicile. Cet appartement à Nanjing dispose de tels équipements. La société qui opère ce service était une firme de technologie de l'information. Elle est entrée dans le secteur des seniors il y a 3 ans avec un portefeuille de 400 millions de dollars d'équipements et de services de soins aux personnes âgées. Nous appelons le marché de la retraite 90-7-3. 90% des personnes du troisième âge resteront à la maison après leur retraite. 7% d'entre elles seront couvertes par les communautés sponsorisées par le gouvernement. Et 3% paieront pour des services de soins haut de gamme aux personnes âgées dans des établissements de soins. Nous voyons de bonnes opportunités pour le segment des 90%. Pendant ce temps, les compagnies d'assurance aux poches bien profondes reluquent le marché des 3%. Ce secteur cible les personnes aisées. Taikang Life a dépensé 300 millions de dollars pour bâtir des maisons de retraite de luxe à Beijing. Nous créons 8 communautés pour les seniors dans toute la Chine. Nous avons choisi les principales villes, à savoir Beijing, Shanghai, Guangzhou, Suzhou, Hangzhou, Chengdu, Wuhan et Sanya. L'investissement total a dépassé les 3 milliards de dollars. Les investisseurs internationaux se taillent aussi une part du gâteau. IDG, Sequoia et plusieurs fonds chinois se sont associés pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de soins pour personnes âgées dans l'est de la Chine. Les données du secteur montrent que 30 milliards de dollars de capitaux ont été investis dans l'économie des seniors depuis 2013. Mais le retour sur investissement ne justifie pas encore l'enthousiasme. Cependant, les investisseurs demeurent confiants. C'est un investissement à long terme, mais aussi un secteur non cyclique. 80% de nos projets sont à présent au seuil de rentabilité et nous pensons que l'affaire sera viable en progressant avec de solides retours sur investissement à long terme. Le temps est compté pour que les décideurs politiques chinois affermissent leur support au secteur de l'économie des seniors du pays. La politique chinoise de l'enfant unique est finie, mais il n'en va pas de même des retombées. Et ceci parce qu'alors même que la Chine fait face au problème du vieillissement de sa population, le déficit national des retraites du pays représente d'ores et déjà 30% du PIB. Parlons maintenant investissement. Les analystes auraient trouvé des signes que les capitaux délaissent les traditionnels secteurs de l'immobilier, de l'énergie et de la manufacture pour d'autres secteurs tels que le sport. Des détails en images. Elle suit les instructions en ligne et est heureuse de pouvoir faire de l'exercice chez elle. Cette nouvelle maman n'a plus besoin d'aller dans une salle de sport. Après près de 10 mois d'entraînement, elle a perdu plus de 9 kilos. Je n'étais pas en forme après l'accouchement. Je me suis dit que je pourrais trouver une application pour m'aider à faire de l'exercice à la maison. Donc, je suis allée sur Internet. Et elle a trouvé cela, un guide et un entraîneur gratuit en ligne. Cette application a attiré plus d'1,5 million d'utilisateurs en une année. Et ce succès ne se dément pas. De plus en plus de gens commençaient à faire du sport autour de moi. J'ai vu qu'il y avait un marché énorme. Nous avons obtenu notre capital initial d'investisseurs providentiels. Après la mise en ligne de l'application, nous avons eu notre premier million d'utilisateurs en une centaine de jours. Et la dernière hausse d'1 million d'utilisateurs nous a pris 8 jours. Plus de 2000 applications de sport de ce type ont émergé en Chine ces 2 dernières années. Par ailleurs, de nouveaux équipements sportifs tels que les bracelets connectés font désormais partie du quotidien d'une partie croissante de la population. Et des sports tels que le cyclisme et le ski ne sont plus réservés à des professionnels. À la station de sport d'hiver de Badaling, dans la banlieue de Beijing, la fréquentation a doublé par rapport à 2014. Les investisseurs considèrent que le marché potentiel du sport est gigantesque en Chine. Le capital s'intéresse à tous les secteurs. Il va se pencher sur un secteur et en devenir le moteur. Cela explique pourquoi le secteur du sport connaît un boom de l'investissement. Le sport est un secteur lucratif que nous ne pouvons ignorer. Investir dans le secteur du sport va nous apporter de la fluidité sur le long terme. Nous prévoyons un retour sur investissement énorme après 2 ou 3 décennies.
Selon le Conseil des affaires d'État, la Chine prévoit d'avoir un demi-milliard de pratiquants réguliers de sport d'ici 2025. Et un secteur du sport qui dépasse les 5 000 milliards de yuan. Selon un rapport de l'Institut de recherche Zéro de IPO, un grand nombre de fusions et d'acquisitions par des investisseurs chinois a eu lieu sur les marchés domestiques et internationaux du sport l'an dernier. 33 des accords signés portaient sur plus de 10 millions de yuan, ce qui représente une hausse de 50% par rapport à l'année précédente. Le groupe Wanda a acquis l'une des plus importantes firmes de marketing sportif, Infront Sports and Media, avant d'acheter World Triathlon Corporation, devenant ainsi le premier actionnaire de 2 grands clubs de foot européens. Toute cette activité a coûté au groupe près de 15 milliards de yuan. Et le géant chinois de l'Internet, Alibaba, cherche lui aussi une part du gâteau. Il est devenu l'un des grands partenaires commerciaux de la FIFA et a signé un accord de coopération stratégique de 20 ans avec la Fédération internationale de boxe. Enfin, le groupe possède désormais les droits de distribution en Chine des matchs de la NFL. Et selon l'administration générale des sports, l'industrie chinoise des sports a connu une croissance de 400 milliards en 2015, soit 0,7% du PIB du pays. Et ce nombre va encore augmenter. Les détaillants japonais ont déclaré que les touristes chinois ont passé moins de temps dans les magasins de Tokyo durant les vacances du Nouvel An chinois que l'année passée. Une explication vient des jeunes Chinois qui déclarent préférer voyager plutôt que de seulement dépenser des folies dans les magasins. Bagukai, ou achat explosif, tel est le mot à la mode au Japon pour décrire le fort pouvoir d'achat des touristes chinois. Mais il ne sera pas si populaire cette année. Le nombre de touristes chinois a été élevé durant le Nouvel An chinois, mais les détaillants au Japon ont observé une baisse généralisée des ventes de l'ordre de 25%. Je pense qu'ils regardent les produits avec bien plus d'attention. Ils avaient l'habitude d'acheter des produits populaires comme des bouteilles en acier inoxydable. Désormais, ils cherchent leurs produits préférés tels que les cosmétiques. Certains touristes chinois déclarent que depuis un certain temps déjà, ils n'achètent plus d'articles japonais lorsqu'ils sont en vacances. Je pense que la qualité des produits chinois s'améliore, donc nous n'avons pas besoin d'aller au Japon pour acheter des produits du quotidien. La qualité des produits chinois répond à nos besoins de tous les jours. En tant que jeune personne, je pense que voyager permet d'acquérir de l'expérience et de la connaissance et pas uniquement de faire des achats. Certains touristes chinois, surtout les jeunes, déclarent qu'ils s'intéressent davantage à visiter les sites culturels plutôt que d'aller faire du shopping. Je pense que beaucoup de personnes riches viennent ici pour acheter des produits électroniques. Mais la plupart des jeunes, comme nous, recherchent davantage l'expérience. Nous sommes ici pour visiter et bien manger. Les analystes ont relevé des changements chez les touristes chinois et suggèrent que le Japon devrait faire évoluer ses stratégies touristiques. Avec la progression stable des touristes chinois, je pense que le Japon va entrer dans une nouvelle phase d'expansion bien en deçà de l'achat explosif, en vue d'établir un nouveau modèle commercial en recourant à l'expérience plutôt que simplement à la consommation dans des secteurs élargis et d'autres zones du Japon. Les visiteurs de la partie continentale de Chine ont doublé à 5 millions entre 2014 et 2015, permettant ainsi au nombre de touristes au Japon d'atteindre les 20 millions. Tel était l'objectif voulu du gouvernement pour l'horizon 2020. Les analystes déclarent qu'en dépit de la hausse des promotions lors des achats, la classe moyenne croissante de Chine a de grandes chances de privilégier les expériences culturelles au Japon. Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, s'est engagé à développer des projets de réalité virtuelle. Le dirigeant de Facebook est arrivé en Espagne à l'occasion du Mobile World Congress. Il y a d'ailleurs révélé d'autres plans à l'agenda de son entreprise. Mais au salon de l'industrie de la téléphonie mobile, d'autres informations ont été diffusées au reportage. Pas moins de 2000 exposants et un peu moins de 100 000 visiteurs. Le Mobile World Congress est perçu comme un passage obligé pour les acteurs du secteur de l'Internet. Dans chaque partie du salon, on présente les dernières technologies, des voitures sans chauffeur jusqu'à un monde de réalité virtuelle. D'ailleurs, ce dernier élément est une chose qui, pour Facebook, représente la future plateforme.
Mark Zuckerberg a d'ailleurs révélé un nouveau projet qui devrait permettre l'accélération de l'évolution technologique grâce au partage du travail avec d'autres entreprises. En rendant son code source ouvert, chacun dans le secteur peut partager la même chose que nous. Cela signifie que la demande augmente, le volume s'accroît, faisant baisser les prix. En faisant de la sorte, non seulement l'innovation va plus vite, en obtenant de l'industrie qu'elle collabore, mais en plus, l'efficacité est bien meilleure. Les entreprises chinoises sont aussi bien représentées. Shang Bing, le président de China Mobile, le plus grand opérateur de téléphonie mobile en termes d'abonnés, a prononcé un discours mettant en avant la croissance rapide de son entreprise au cours de l'année 2015. Et avec la 5G, une nouvelle expansion se profile. China Mobile s'est développé, passant d'un opérateur de téléphonie chinoise classique à un leader de cette industrie, favorisant entre autres Internet. En ce qui concerne le service mobile 5G, China Mobile joue un rôle très important en établissant les critères de l'industrie et en mettant en avant l'écosystème avec nos partenaires. Huawei a profité du salon pour présenter une nouvelle tablette, le MateBook. Un équipement dont la compagnie espère qu'il contribuera au développement de sa marque à l'international. Dans le marché des appareils, nous nous sommes développés ces dernières années pour atteindre la 3e place. L'an dernier, les revenus pour nos seuls appareils étaient d'environ 20 milliards de dollars. Nos produits sont bien conçus, très bien réalisés et leur qualité est aussi bonne que celle des autres produits présents sur le marché. Nous souhaitons continuer. Mais la taille du marché chinois n'est pas la seule chose qui est impressionnante. La qualité des produits issus de différentes entreprises chinoises retient également l'attention. De plus, il semble que le nombre d'exposants chinois soit plus élevé qu'avant. Comme je l'ai dit, c'est un événement mondial et la Chine est un acteur très important du secteur de la téléphonie mobile mondiale. Nous estimons que cette année, on compte ici plus de 100 entreprises chinoises. Nous sommes donc très enthousiastes face à toutes ces grandes entreprises chinoises venues cette année à notre salon. À l'horizon 2020, ce sont environ 34 milliards d'objets qui devraient être connectés au réseau Internet. Le marché est certes compétitif, mais ce salon démontre qu'il est toujours plus novateur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.